Les vélos Kuota sont fiers de vous présenter cet épisode de Dans la roue du Tour. Néophytes ou férus de bécane, bonjour, bienvenue dans la roue du Tour, ici Yvan Martineau. Bienvenue, surtout, dans les Alpes de Haute-Provence. Cette semaine, nous sommes inscrits auprès d'une agence de voyage française dédiée au voyage vélo. Et le forfait de cette semaine est assez épicé. Il y a quelques cols du Tour de France qui sont au programme, notamment la Bonnette. Mais tout n'est pas que labeur ici. On peut s'offrir des palpitations en canyoning dans les torrents provenant des hautes montagnes, se délecter des spécialités culinaires de la région comme la noix de gigot d'agneau salé et fumé, et s'éblouir devant les charmes de Barcelonnette. Côté vélo, Cathy partage son vécu de coureuse sur l'art de grimper. Et question santé, notre pharmacien vante la prudence en haute montagne. Bref, on a beaucoup à voir et à faire. Suivez-nous. Nous sommes donc dans le nord des Alpes de Haute-Provence, dans la vallée de l'Ubaye, à la porte de l'Italie. Les gorges du Verdon sont à 140 km au sud. Des cols de Restefond et de la Bonnette, qui relient l'Ubaye au Mercantour, on observe une ribambelle de cimes de 3000 mètres. À découvrir la petite ville médiévale de Barcelonnette. Aujourd'hui, on est donc inscrit à un forfait d'une semaine de l'agence française 5312. C'est un forfait en étoiles, c'est-à-dire que les gens logent pour la semaine à Barcelonnette et à chaque jour, ils partent vers l'un des nombreux cols de la région. Ce qui est intéressant avec une agence étrangère, c'est que ça nous permet de rencontrer des gens de plusieurs régions, voire même de plusieurs pays. Alors, ça apporte une dynamique qui est vraiment très intéressante. Alors, bonne semaine de vélo. Alors, Jean-Robert Laloy, c'est le grand Manitou de 5312. Où allez-vous avec 5312? L'étape du col de la Bonnette, sur ce séjour de la légende des Alpes que nous avons créé en 2001. C'est un séjour montagne en 5 étapes. Donc, comme je vous le disais, nous allons grimper la Bonnette qui présente la particularité d'être située au sommet de la plus haute route d'Europe à 2800 mètres. Et dans les prochains jours, il y aura également le parcours des 3 cols qui est fabuleux pour les paysages. Absolument. Vous allez ailleurs aussi, dans le monde et en France, tout au long de l'année. Oui, 5312 va fêter ses 20 ans et nous sommes spécialisés sur le cyclisme de loisirs. Nous organisons, nous produisons des stages et des séjours à longueur d'année dans le monde entier. Alors, je pense que ce n'est pas les idées qui vous manquent. Là-dessus, on y va pour le début de la randonnée? On y va. Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est une étape difficile qui nous attend. Elle est courte, mais c'est pas la plus facile, hein. Nous avons donc 10 km de plat. Ensuite, nous montons le col de la Bonnette. 24 km d'ascension, moyenne 8%, avec un passage à 11%. Nous aurons un ravitaillement sur le retour, sur la partie descendante, au sommet pratiquement. Alors j'espère que tout va bien se passer. Buvez beaucoup d'eau pour éliminer tout ça et pour éviter les insolations, parce qu'il va faire très chaud. Et si je suis le dernier, est-ce que vous m'attendez? On vous attendra. Ouais. On vous attendra. Ah oui, bon, jeune ami. Je vais acheter l'équipe et... Ce col de la Bonnette qui nous attend n'est pas piqué des vers. Eddy Merckx, le plus grand cycliste de l'histoire du Tour de France, y est passé à pied en 1973 pour signifier son mécontentement. Il le trouvait trop élevé et il était difficile d'y trouver son souffle. Puis, 20 ans plus tard, le double vainqueur du Tour, Laurent Fignon, a achevé une partie de l'ascension à pied.
La Bonnette est tout de même 600 mètres plus élevé que le célèbre Tourmalet, 800 mètres plus haut que l'intimidant Ventoux. Il est 900 mètres au-dessus de la terrorisante Alpe d'Huez. Pour cette randonnée dans les Alpes de Haute-Provence, à proximité de la frontière italienne, rappelons-le, on s'élance donc de Barcelonnette, qui m'a fortement séduit et qu'on vous fera découvrir bientôt. Les premiers kilomètres s'avèrent un léger faux plat qui nous fait passer de Barcelonnette, à 1135 mètres d'altitude, vers Jauziers, à 1213 mètres. Parmi le groupe, 2 Québécois. Le premier roule pédale au plancher, pendant que derrière, on s'échauffe, on discute, on profite de l'ambiance amicale et du décor dans lequel on s'immiscera bientôt. À Jauziers, on passe aux choses sérieuses. Tout de suite, ça grimpe. En fait, par ce versant nord, sur les 19 km de montée vers l'école de Restefond et de la Bonnette, le pourcentage de la pente ne descend jamais sous les 6,5 %. Il flirte souvent avec les 8 % et l'assaut final est éprouvant. Déjà, l'organisme est sollicité. La transition est dure. Heureusement que des panoramas se dévoilent. Barcelonnette, au cœur de l'Ubaye. Vous savez, l'Ubaye a longtemps été une région isolée parce que les hivers étaient extrêmement rigoureux et encore aujourd'hui, les cols des alentours sont souvent inaccessibles l'hiver. Et cela vaut une situation bien particulière pour Barcelonnette. Madame Catherine, on est en France. Pourquoi est-ce qu'on parle tant du Mexique et des Mexicains ici? Parce que les gens ont longtemps quitté ici, dans la vallée de l'Ubaye, la vallée pour travailler, pour vivre. Et donc, ce qui va les amener au Mexique, c'est leur savoir-faire, c'est fabriquer pour vendre du tissu. Donc, les gens fabriquaient avec la laine de mouton et le chanvre qui était cultivé en Ubaye. Mais pourquoi ils quittaient la région? Pour vivre, parce qu'ils n'avaient pas de solution. L'hiver était trop rigoureux? Oui, très rigoureux. D'ailleurs, il y avait un petit proverbe qui disait que la vallée de l'Ubaye, c'était 9 mois d'hiver et 3 mois d'enfer. Madame, pour nos téléspectateurs, est-ce que vous nous amenez faire une visite de Barcelone? Tout à fait. Allons-y. Ces gens-là, donc, revenaient ici, se construisaient des villas parce qu'ils avaient fait fortune, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous avez une 60aine de villas qui ont été construites dans la vallée de l'Ubaye. Alors, rien de mexicain dans l'architecture. Ce ne sont que des villas qui étaient dans toutes les stations balnéaires de France, Hyères, Biarritz, et on revenait uniquement les mois d'été. Et ici même, il y avait à l'époque des noms qui témoignaient de ce passage au Mexique? Vous avez un petit endroit qui est juste là, où c'est un magasin de meubles. Là. Oui. Là, il y avait autrefois le café qu'on appelait le café des Mexicains. Donc c'était un lieu où se retrouvaient ces gens qui revenaient uniquement les mois d'été dans les grandes villas. Ils se retrouvaient dans cet endroit-là. Il y avait aussi ce qui est aujourd'hui le cinéma de Barcelonnette, le Cercle des Mexicains. Ils s'y retrouvaient chaque dimanche. Et là, effectivement, ils parlaient espagnol et ils mangeaient mexicain. Oh mon Dieu! Regardez comment c'est étroit.
les petites rues de Barcelonnette. Une belle porte. Quelle belle porte! Rue de Savoie, ici, on est vraiment dans l'histoire de la région. Parlez-moi de ça. Alors ces avancées de toit, en fait, elles étaient là pour protéger les charrettes de grains, parce qu'autrefois, il y avait un marché au grain devant l'église. Donc l'église n'est pas très loin, elle est de ce côté. Et en fait, la diligence passait là, et l'hôtel du Cheval Blanc est un des plus anciens de Barcelonnette, et il était aussi autrefois le relais de la poste. D'accord. Donc, on arrivait en diligence, à cheval. Voilà, la diligence partait de la place Manuel, où nous étions tout à l'heure, et passait cette rue. Ce qui est intéressant ici, C'est qu'au bout, au bout de chaque rue, on voit ressurgir la montagne, alors que sinon on ne la voit pas. Et on est quand même complètement à plat, en étant à 1135 mètres d'altitude, et la montagne, on la voit qu'au bout de chaque rue, simplement. On l'oublie sinon. dans toutes les villes de France, Catherine, il y a un centre-ville, sauf à Barcelonnette. Et oui, Barcelonnette a plusieurs places, donc on ne parle pas de centre-ville. Place publique. Place publique, et sur chaque place, il y a un élément fort de la ville, c'est-à-dire sur une place, vous y trouverez l'église, sur une autre, la mairie, sur une autre, c'est une place très prisée parce que chaque événement de la ville se passera sur la place, où nous étions tout à l'heure, la place Manuel, et c'est très important. Et chaque point cardinal a une fontaine, voilà. Avouez qu'on vous a donné envie de venir découvrir Barcelonnette. Sachez en plus qu'ici, ça bouge beaucoup l'été. Il y a une biennale de musique classique. Il y a... Aidez-moi, Catherine. Les fêtes latino-mexicaines et le festival de jazz. Merci beaucoup, Catherine. De rien. C'est un monde de rock, de solitude. Il y a des fleurs alpines, le vent qui siffle dans les oreilles. Même s'il est tout doux, c'est une petite musique pour l'âme. Bonjour. On est en juillet, le Tour de France a commencé, ça donne des ailes. Depuis mon arrivée dans la région, je suis conquis par tout ce que je vois et tout ce qu'il y a à faire. Barcelonnette, vous l'avez vu, est charmante. Sur le plan vélo, elle se révèle un camp de base d'où il est facile d'organiser des sorties à tous les jours. Pour les amateurs de plein air en général, il y a aussi beaucoup à faire. Plus tard, vous verrez que le canyoning est une activité grisante. Ça, c'est les gros canons. Vous pourrez pas suivre tout le long. On va aller voir nos amis québécois. Une fois entré dans ma bulle, je sens que je peux suivre les gros canons dans cette ascension des cols de Restefond et de la Bonnette. Pour l'instant, du moins. Et celui qui tire le plus fort est nettement plus âgé que nous. Il y a de ces cyclistes, de ces corps mécaniques parfaitement huilés. Cathy, bonjour. Bonjour. T'as vu qu'on est dans les Alpes aujourd'hui? Oui, wow. C'est vrai qu'on est chanceux. Là, Cathy, t'es une ex-coureuse professionnelle. Dis-moi, comment abordais-tu les longues montées?
Mais il ne faut pas se décourager quand on voit une côte arriver. Au contraire, il faut pouvoir en profiter parce que quand ça monte, ça redescend. Donc, il faut essayer de se rendre en haut, lentement mais sûrement. Mentalement, tu l'abordes comment? Tranquillement, une chose à la fois. Vous allez commencer vraiment à vous positionner. OK. Physiquement, donc, les mains. OK. Les mains sur le guidon comme ça. Commencez la côte en position assise. Tes bras sont très incurvés, là, c'est normal? Ils sont musclés aussi, regarde. Oui. Puis là, comme ça, vous regardez droit devant. Comme ça me permet de tirer sur le guidon. Le dos est droit. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'avoir la cage thoracique ouverte. OK. Donc, avec tes bras incurvés, la cage thoracique ouverte, ça veut dire que tu forces autant des bras, des muscles du dos que des jambes, c'est ça? Oui, oui. Ça vous permet aussi de bien enrouler. Un mouvement circulaire. Un mouvement circulaire des jambes. Quand te mets-tu en danseuse? Bien, en compétition, ce qu'on dit, c'est que lorsqu'on se met en danseuse, on va en danseuse jusqu'à la fin. On ne retourne pas en position assise. Donc, c'est difficile. On s'épuise davantage à se mettre en danseuse. Mais il demeure que se mettre en danseuse, ça soulage les muscles lorsqu'on a une montée de plus de 20 km ou 30 km. Mais ce que je vous suggère de faire, c'est de faire des petits bouts en danseuse lorsque vous empruntez les virages. Si vous prenez le virage de l'extérieur, c'est préférable. Comme ça, c'est moins abrupt. C'est plus long un peu, mais c'est mieux pour vos jambes. Puis vous mettez en danseuse à ce moment-là. On va aller essayer ça. Merci, Cathy. Bonne chance, Hubert. Merci. Dans ces paysages-là, les amis, on est un petit moustique dans l'univers. Je le répéterai jamais assez, c'est un privilège. Quel bonheur d'être en santé puis vivre ça. Il n'y a pas que les cyclistes qui se régalent sur ces routes sinueuses des Alpes de Haute-Provence. Notre caméraman, Carl, éprouve aussi une certaine excitation à exercer son métier au milieu de ces failles et ravins. Et voilà que je me retrouve avec Jean-Louis, l'autre cycliste québécois qui est parti de Nice, sur la Côte d'Azur, à vélo, pour venir prendre part à ce forfait d'une semaine dans les Alpes. Ah, il y a encore de la neige. Oui, encore de la neige à certains endroits. C'est un plaisir, c'est une passion, le vélo comme ça? Oui, comme dans toute passion, il y a un peu de souffrance aussi. Il faut souffrir. Hein? Il faut aimer la souffrance un petit peu. Moi, par endroit, je m'arrête carrément. Je prends des photos. Faut faire ça, hein? Mais là, tu sais, je reviens pas la semaine prochaine. Et je vais montrer ça aux amis, à mes filles. Tu sais, il y a beaucoup d'histoires. On voit des bunkers là, qui datent de la dernière guerre. Il y a des accès à des tunnels. On m'a raconté qu'il y avait plein de tunnels, je sais pas si c'est vrai, de tunnels qui reliaient les montagnes. Ça veut dire qu'ils descendent vraiment très, très profondément, plusieurs centaines de mètres. Puis ils vont rejoindre d'autres bunkers sur d'autres montagnes. C'est absolument fou. Je sais pas si c'est vrai. C'est quoi le plaisir de faire ça avec une agence française plutôt qu'avec un groupe de Québécois? Ben, il n'y a rien comme les Français pour nous piloter en France, évidemment. Ouais. Ils connaissent tout, ils connaissent les coins, ils savent faire les tracés, les bons hôtels. C'est sûr que c'est un avantage marqué. Est-ce que c'est le fun avec les cousins? La fraternité, est-ce que ça s'installe? Ah ouais, c'est excellent, tout va bien.
Tout va bien, les gens sont sympathiques. On est en vacances. On admire le paysage. Il y en a qui sont en mode un peu plus sportif, mais ça, chacun va à son rythme. Mais est-ce que toi, tu sens de la pression qui te dit hey, Ah non, non, non. Faut que tu roules plus vite? À 52 ans, là, regarde, j'ai plus de pression. Donc, tu prends plaisir, même si c'est un col de Absolument. 32 km. Ah non, ben regarde, là, tu sais, faut prendre le temps de voir puis d'en jouir, tu sais. J'y ai goûté une première fois au Vietnam et j'étais retombé en enfance où j'avais l'impression de jouer dans un film d'Indiana Jones. Êtes-vous prêts? À 20 minutes de Barcelonnette, dans la vallée de l'Ubaye, dans les Alpes de Haute-Provence, dans ce décor de montagne, de canyon, on s'en va faire justement du canyoning. Et voici Indiana, Daniel. Bonjour. Bonjour Daniel. Est-ce que ça peut être une activité familiale? Bien sûr, dans les petits canyons, on peut amener tout le monde, le papa, la maman et tous les enfants. Je pense qu'ils viennent au départ pour la montagne, pour les paysages, la nature, la randonnée. Et après, ils profitent de tout ce qu'on offre, le rafting, l'escalade, le canyoning et toutes les choses qu'on peut pratiquer dans la vallée. Parfait. Est-ce que vous êtes prêts pour un gros défi pour vous? J'ai un peu peur, mais je crois qu'on va y arriver. Allons-y. Donc, Daniel, c'est spécifiquement de la descente en rappel. Oui, uniquement la descente en rappel. Et c'est quoi le dénivelé? Une petite centaine de mètres. 100? Oui. Sur combien de cascades? 6 cascades. OK, pas d'un seul coup. Non. Ah, 100 mètres d'un coup, c'est haut. Alors, ça soit, on fait le glisser, hein? OK. Hop! Bon, c'est là que les choses sérieuses commencent. Là, c'est un tout petit rappel, Oui. mais tu vas voir, il n'est pas commode. Il est pas commode? Pas bien, non. En général, on se fait bien arroser. Arrosé. Ah oui. Et si on n'est pas bon, on se retrouve la tête en bas. Mais je te fais confiance. Allez. Bon, là, tu vois, Yvan, donc c'est une toute petite cascade. Elle fait 3 mètres. Hein. Mais tu vas voir, c'est pas bien commode. Hein. Ça va être facile. Oui, de toute manière, je t'assure, il n'y a pas de souci. C'est bon. On y va. Voilà. C'est bien. Voilà, pas trop bas, un peu plus sur le côté. Voilà, allez, vas-y. Descends l'autre pied. Hop, oh. Hop. Attention à ta main de ne pas t'abîmer les doigts. Descends, continue à descendre. Attention à la main. Allez, descends. Attention à ta main. Hein. Voilà, très bien. Allez, continue. T'as fait le plus dur, maintenant c'est tout bon. Vas-y, c'est bon. On ramène de ce côté-là? Oui, vas-y. Attention, j'arrive. Et c'est celui-là qui tient, hein, c'est pas la main droite. Hein. OK. Voilà, là c'est parfait, là. Continue comme ça, c'est bien. Ici, partout, c'est bon pour mettre Voilà, le pied? ouais. Descends les fesses, hein, sinon tu vas glisser. Oups. Écarte-le le pied, écarte-le. Écarte les Voilà. Allez, les fesses d'abord, et les pieds ils suivent. pieds. Comment? Les fesses descendent d'abord et les pieds suivent. Voilà, là c'est bien. Est-ce que je suis déjà un expert? Presque. On verra la prochaine. Et je peux y aller. Alors, tu penses à une chose là, quand tu prends l'eau sur la figure, tu baisses la tête et t'accélères.
petit pas à gauche. Voilà. Wow! Autant je perds mes moyens, noyé dans ma frousse, autant je suis survolté par cette activité électrisante. Allez, tapez le plus dur. Là où j'ai mis tant de temps, mon guide se comporte comme un poisson dans l'eau. Merci pour cette très belle activité d'adrénaline, il faut le dire. Merci à sa chère Indiana Daniel. Et voyez, en France, activité très bien réglementée. Partout aux abords des sites, il y a les consignes de sécurité. Et j'espère qu'on a pu vous démontrer que c'est une activité qui est accessible à tous. Bonjour Stéphane Loyer. Bonjour Yvan. Je l'ai déjà expérimenté à l'Everest, au Kilimandjaro. Aujourd'hui, on monte la plus haute route des Alpes, que ce soit en vélo, en escalade, peu importe l'activité, faut pas badiner avec le mal de l'altitude, le mal des montagnes. Pas du tout, parce que ça peut même causer la mort. Le mal des montagnes peut être provoqué par une ascension qui est trop rapide, une période d'acclimatation qui est pratiquement nulle, puis une sensibilité qui est personnelle à chaque personne aussi. C'est quoi les symptômes? Nausées, vomissements, maux de tête, insomnie, vertige, et j'en passe. Okay. Là, pour contrer ça, on fait quoi? Bien, premièrement, il faut la vivre, la période d'acclimatation. L'oxygène qui est déficiente doit vraiment rester en place longtemps pour que les globules rouges puissent se reproduire. Il faut monter de 500 à 800 mètres d'altitude par jour. Donc, vous venez de le dire, c'est parce que plus on monte, moins il y a d'oxygène dans l'air, c'est ça? Exactement. On va tenter de suivre vos judicieux conseils. Merci, Stéphane. Merci. Ici, dans la vallée de l'Ubaye, dans les Alpes de Haute-Provence, on roule pour vous aujourd'hui le col de la Bonnette. Mais évidemment, si vous venez dans la région, il y a plein d'autres parcours à pédaler. Et ce coin de pays, c'est le terrain de jeu de M. Donadieu. Bonjour. Bonjour. Si je vous demandais votre coup de cœur, l'incontournable, si on vient dans la région. Alors, des coups de cœur, il y en aurait des dizaines, on y passerait trop de temps. Maintenant, un circuit incontournable dans la vallée de l'Ubaye, si vous ne pouvez en faire qu'un, il faut faire les 3 cols. C'est un parcours mythique où il y a eu beaucoup de faits d'armes, notamment du Tour de France. Le col d'Alos, qui se trouve donc au sud de Barcelonnette. Le col des Champs, qui relie la vallée d'Alos et la vallée qui arrive du col de la Caillole. Et donc en dernier, le col de la Caillole. Ces 3 cols qui sont à plus de 2000 mètres d'altitude. Mais pour des cyclotouristes, point de vue paysage, une note sur 10? Au niveau paysage, vous avez, on va dire, 9 sur 10 pour la Caillole, on va dire 8 sur 10 pour Alos, et allez, 8,5 pour le col des Champs. C'est vraiment 3 cols typiques de nos montagnes. On démarre d'abord dans des forêts, on passe dans des cascades, il y a des gorges, si vous avez de la chance, vous voyez des chamois, des marmottes, vous êtes en plein dans le parc du Mercantour. C'est vraiment le paradis du vélo en haute montagne. On est quand même une vallée très montagneuse, mais il y a quand même quelques parcours qui peuvent être plus adaptés à la pratique cyclotouriste. Vous pouvez de Barcelonnette, en redescendant la vallée, aller du côté du lac de Serponçon. Le plus grand lac artificiel Le plus grand lac artificiel d'Europe.
Et vous avez un petit point de vue qui domine le lac de Serponçon, qui s'appelle donc le Sauce du lac. Là, vous descendez par une petite route, vous allez longer tout le lac et vous montez c'est même pas un col, on va dire, c'est un petit radar, on appelle ça par ici, de 4 km. Et là, vous arrivez au lieu dit le Sauce du lac. Vous êtes en balcon au-dessus du lac de Serponçon et de son barrage. C'est un parcours qui fait une 60aine de kilomètres et qui est moins difficile que les 3 cols. Monsieur Donadieu, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de votre présence dans notre vallée. On va continuer de rêver. En raison de l'installation de la caméra, j'ai pas d'odomètre. Je prends plaisir à pas toujours être en train de regarder à quelle vitesse on roule. C'est quoi la moyenne, comme on fait trop souvent les cyclistes. Là, on roule. On savoure. Parmi les randonnées proposées par M. Donadieu, celle des 3 cols était un pur délice. Évidemment qu'elle était aussi au menu de l'agence 5312. Elle a été la préférée de bien des participants à ce forfait d'une semaine. Si on est en train de vous donner le goût de venir faire du vélo ici dans les Alpes de Haute-Provence, et si vous êtes du genre à vouloir accrocher un diplôme supplémentaire au-dessus de son foyer, alors j'ai une petite suggestion pour vous. Le brevet des 7 cols de l'Ubaye. Il s'agit de parcourir, en autant de jours que vous le souhaitez, les cols de la Cayolle, d'Alos, Saint-Jean, Var, de Pontis, Bonnette-Restefond et la montée de Sainte-Anne-la-Contamine. Au total, 8000 mètres de dénivelé. Bien sûr, le brevet est destiné aux cyclistes, mais le parcours a de quoi éblouir les motocyclistes, les automobilistes, bref, tous les touristes. Regardez ça derrière moi, vous ne rêvez pas. De la neige en plein mois de juillet dans les Alpes de Haute-Provence. Bien qu'étant avec l'Isran et l'Agnelle les cols alpestres les plus élevés d'Europe, la Bonnette n'a été parcourue qu'en quelques occasions par le Tour de France. La première fois, c'était en 1962. Les professionnels de la Grande Boucle ont affronté des passages du genre dès 1910. Avec les bicyclettes de l'époque, tellement plus lourdes, moins efficaces, on comprend mieux pourquoi on a surnommé ceux qui ont contribué à la légende du Tour les forçats de la route. Cette voie est fermée l'hiver. Le col de Restefond nous offre un instant de répit, mais les derniers kilomètres sont pénibles. C'est
le dernier kilomètre à zigzaguer. Tout à fait impressionnant. Falaise d'un côté, précipice de l'autre. Et quand je dis précipice, C'est la souffrance dans le milieu. puis encore des fleurs alpines par terre. Vivent les régions qui ont encore une personnalité propre et en Hubei, on se targue de posséder une spécialité gastronomique unique, le Fumeton. Bonjour, Monsieur Pierre. C'est quoi le fumeton? Alors le fumeton, c'est du gigot de mouton, c'est la cuisse du mouton qui est entièrement dégraissée, dénervée. Donc on arrive avec des petits bouts de viande, il n'y a plus que de la viande. Et c'est fumé? Avant on le sale, oui. Ça passe au saloir. Ensuite c'est reconstitué à l'aide du poussoir, on les met dans un filet élastique. Ensuite ça passe au fumoir. C'est un fumage à froid. Avec quoi? Avec de la sciure de chêne et de hêtre, sciure de bois dur. Oh! Donc, c'est pourquoi, dans la pièce où on est actuellement, il y a des odeurs qui nous montent et qui sont... bon. Tout à fait. C'est unique, ça aussi. C'est quoi? Ça, c'est unique aussi. C'est un produit qu'on a mis au point il y a quelques années, en partenariat avec la fromagerie de Banon. C'est des petites saucissettes au fromage de chèvre. Et tout ça peut accompagner quoi? À l'apéro, c'est très bien. Par contre, pour en revenir au fumeton, le fumeton, c'est un produit qui accompagne très bien les spécialités montagnardes, comme les raclettes, tartiflettes. Mais à cette saison, on est en été, il y a des melons. Une tranche de fumeton avec du melon, c'est encore meilleur qu'avec du jambon. Et bon, vous pouvez utiliser ça dans des salades, dans des gratins. Après, en cuisine, c'est l'imagination qui compte. Ben, on va inviter nos téléspectateurs, s'ils viennent dans la région, à venir goûter à ça. Merci beaucoup, M. Pierre. Mais de rien. Merci. Avec plaisir. Est-ce que c'est dur pour le moral quand on voit que c'est encore très haut en avant? Ça, on apprend. On apprend à gérer l'effort puis à ne pas regarder trop en avant. Tu regardes là où tu es, tu te demandes est-ce que ça va bien, est-ce que tu es bien ou est-ce que tu es en train de t'arracher le cœur. Tu sais, l'avantage avec un groupe comme ça, bon, mais il y a une logistique qui est assurée. Tu n'as pas à prévoir le ravitaillement, les parcours, les hôtels. Il y a une foule de détails qui sont déjà pris en charge. Tu sais. Tu vois, il fait 15 degrés, puis on est parti en bas, c'était 33. Ouais. La différence, hein? Oups, là, ça va se corser. Là, ça va être... Oh! Oh boy! Là, on est quoi? On est dans le 12 Ouais. Oh! Et là, ça vient d'entrer dans les jambes. C'est pour ça qu'il faut se ménager. On ne sait jamais ce qui nous attend. Oh là là! Là, ça crie dans les jambes. Hey, ça, c'est toute une fin, ça. Il n'y aurait pas de déshonneur dans le dernier kilomètre à zigzaguer. Ah, ben ça, c'est une fin épicée, ça.
C'est un final corsé. Ouf. Ah, j'essaie de se mettre debout. On est sûrement dans le 13-14 %. En tout cas, moi, je suis dans le jus. Malgré nos impressions, les références parlent d'un col relativement facile et d'un dénivelé ne dépassant pas les 11 %. C'est peut-être la longueur de la montée qui nous fait tant suer. Merci beaucoup. Un beau souvenir partagé avec quelqu'un que je connaissais pas avant le début de la randonnée. Merci. Ah, il est bon, lui. Il est bon. Ah, mais on se fait plaisir. Oui, je pense qu'on va en mettre. C'est vraiment quelque chose. De voyager comme ça avec des groupes d'Européens, est-ce que ça vous donne des idées pour faire encore plus de voyages? Absolument. Absolument, parce que l'avantage de voyager en groupe, c'est qu'après l'effort, de retour à l'hôtel, il y a plein de gens, c'est relativement cosmopolite, on échange, c'est très intéressant. Là, je vais aller voir les cousins français, là. Là, c'est chez vous, ça. C'est vos Alpes, là. Oui, c'est toujours, oui. Mais vous ressentez quoi quand vous voyez des paysages comme ça, des précipices, des routes en bas, là? C'est très beau, ça change du plat. Ça change du plat, oui. C'est pour ça. Vous sentez comment quand vous voyez ça, là? Ah, moi, ça change de ma région parisienne. Ça change de la région parisienne? Ah oui, puis ça fait mal au mollet. Mais c'est un plaisir ou c'est une souffrance? Ah non, c'est un plaisir, On a envie de monter au-dessus. Monter au-dessus? Quand on est en bas, on a envie de monter au-dessus. Oui, hein? On est toujours attiré par les sommets. Voilà. Comme les alpinistes. Oui, probablement. Vous avez un beau pays, les cousins. Là, je veux dire bonjour à ma gang du club de triathlon du Rouge et Or de l'Université Laval. Alright, on les salue. Salut la gang. Et je vous confirme que votre copain, M. Tremblay, a grimpé le col de la Bonnette. Des suggestions restauration pour Barcelonnette? Il y a bien sûr les nombreuses terrasses animées de la place Manuel, mais on vous recommande aussi le resto Les Voûtes, de même que la Roca Bianca. Deux établissements où c'est à la fois savoureux et abordable, mais en plus, deux établissements propriétés de deux grands amateurs de vélo. Le resto Les Voûtes est attaché à l'hôtel Azteca, où a logé le groupe de cyclistes. Il bénéficie d'un garage à vélo. Insolite. Des randonnées accompagnées par des ânes. On nous dit que ce n'est pas un animal si têtu que ça, après tout, l'âne. Il y a plusieurs centres qui proposent des sentiers encadrés, notamment sur les sentiers du Vallon de la Verque, l'un des plus réputés de la vallée de l'Ubaye pour ses paysages. Entre Barcelonnette et Gap, on retrouve le lac de Serre-Ponçon, le plus grand lac artificiel d'Europe. Kayak, pêche et autres sont possibles, mais que diriez-vous d'une croisière dans ce panorama constellé de hautes montagnes? La montagne n'est pas seulement la montée, c'est aussi la descente. On bascule alors de la trottinette au TGV, du moins pour les professionnels du Tour de France. Le cyclotouriste, lui, se sent en sécurité dans les Alpes et partout en France parce que les pavés ne sont pas minés de crevasses et de nids de poules. Le tourisme s'en sent inévitablement. On se déplace en grand nombre et on a envie de revenir sur ces routes. On a eu chaud à monter, on grelotte en descente.
À chacun son dada, mais pour moi, là, la splendeur des montagnes, là, ça vient vraiment me chercher. Vous avez remarqué, les gens prennent le temps de s'arrêter, prendre des photos quand même. On gagnera jamais le Tour de France, on se rendra pas là. Ça, là, tu vois pas ça tous les jours dans ta vie. Profitons-en. Je suis pas téméraire, je suis même peureux en descente, puis je m'imagine mal les pros du Tour de France qui descendent ça à 80, 90, 100 km/h. Juste un peu de vitesse là, dans les virages en épingle, là. Parfois tu sens la roue derrière partir. Et voilà pour cette journée de vélo. Dire que les clients bénéficient de 6 journées du genre. Bravo. Merci. Ça s'est bien passé? Très bien. Très bien. Bravo. Bravo. Alors, difficile? Difficile, oui, mais la dernière partie surtout. Mais en tout temps, les paysages étaient magnifiques. Magnifiques, ça. Bon, on a pris le temps de les regarder. Eh ben, bravo à tous. Ben merci, vous êtes un champion. Belle organisation. Merci beaucoup. Merci. Allez, je vous laisse aller prendre votre douche. Merci. Merci. Quand on a si bien travaillé, on ressent une petite fierté bien légitime. Barcelonnette et les Alpes de Haute-Provence vont laisser des traces indélébiles. Ici Yvan Martineau, à la prochaine pour une autre escapade dans la roue du Tour. Cet épisode de Dans la roue du Tour vous a été présenté par les vélos Kuota.